Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour, je reçois Lauriane aujourd'hui, qui nous parle d'une relation amoureuse passée avec un pervers narcissique. Elle nous explique vraiment tout dans les moindres détails sur comment le processus de manipulation s'est enclenché. Pour info, les personnes que l'on nomme pervers narcissiques présentent un trouble de la personnalité narcissique. Du coup, en fait, ils sont capables de manipuler et de contrôler les autres pour satisfaire leur ego. Ils ont très souvent une haute, voire très haute estime d'eux-mêmes et cherchent constamment en fait à obtenir l'admiration et l'attention des autres. Et pour ça, ils vont se montrer très charismatiques et charmants au début d'une relation. On parle même de love bombing, mais cela va rapidement se transformer en une relation toxique et abusive, comme vous allez l'entendre dans le témoignage de Lauriane. Les pervers narcissiques sont souvent experts en manipulation, et pour ça, en fait, ils sont capables de faire douter les autres de leur propre réalité en niant ou en minimisant les problèmes qu'ils causent. Ils peuvent également utiliser la culpabilisation, la critique constante, l'isolement social, la violence verbale, la violence physique ou encore la menace pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur leurs victimes. La perversion narcissique n'est pas une maladie psychologique reconnue, ou pas encore, ça je ne sais pas, mais en tout cas, à ce jour, elle n'est pas mentionnée dans les classifications diagnostiques internationales telles que le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou la CIM-10, qui est la classification internationale des maladies. Donc, pour le moment, c'est considéré comme un trouble de la personnalité. C'est important de vous faire aider si vous pensez être sous l'emprise d'un pervers narcissique ou si vous pensez que quelqu'un l'est. Les thérapies existent et peuvent vous aider et il existe également des thérapies pour traiter les pervers narcissiques. Le témoignage de Lauriane m'a beaucoup touchée. Vous verrez, j'en ai même perdu les mots à la fin. Et je m'excuse d'ailleurs par avance si le son est de moins bonne qualité que d'habitude. Le voisin a eu la bonne idée de planter quelques clous pendant l'enregistrement. Je n'ai pas souhaité interrompre Lauriane car nous étions vraiment dans une ambiance propice à la confidence et à l'intime et je sais que nous aurions perdu cela sur une deuxième prise. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Lauriane que je remercie énormément pour son magnifique témoignage. Bonjour Lauriane. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux juste te présenter pour que les auditeurs sachent un peu plus qui tu es ? Alors moi c'est Lauriane, j'ai 44 ans, j'ai eu 3 enfants d'un premier mariage, des enfants qui sont grands, 2 filles de 20 ans, un garçon de 13 ans. Et je suis aujourd'hui en couple depuis 7 ans avec un autre homme et je suis hypersensible. Bon aujourd'hui, je vais pas laisser planer le suspense, on est là pour parler de ton ancienne relation, enfin une de tes anciennes relations, oui. Donc juste avant la personne avec qui tu étais aujourd'hui, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ? Eh bien, il s'avère que cette personne était manipulatrice, on peut dire perverse narcissique. Je suis là pour en parler, pour vous raconter mon histoire et puis je trouve que c'est important d'en parler pour que les femmes qui sont dans cette situation-là aient les bons réflexes pour s'en sortir en fait. Justement, je veux bien que tu précises, alors là c'est vraiment avec tes mots à toi et ce que tu as connu du pervers narcissique, mais qu'est-ce que c'est un pervers narcissique dans ton expérience à toi ? Alors dans mon expérience, c'est quelqu'un en fait qui prend du plaisir à détruire l'autre personne, qui ne possède pas les qualités de la personne avec qui il est et en fait qui en est jaloux. Lui, il prend vraiment du plaisir à détruire et à jouer avec la personne comme un chat joue avec une souris. Voilà, c'est vraiment une destruction de la personne en fait.
Donc c'est son ego à lui qui est tellement fort qu'il a toujours besoin C'est exactement ça, ouais. de... Et en fait, c'est quelqu'un à qui il manque des qualités, et des qualités relationnelles en particulier, qui cherche ça chez l'autre personne, en fait. Et c'est une sorte de jalousie. Enfin, il a une faille narcissique, en fait, qu'il doit combler, et il la comble, en fait, en faisant du mal à l'autre personne, et il prend du plaisir à faire du mal à l'autre personne. Donc du coup, c'est des gens qui vont vers des personnes qui ont des qualités, qui sont sensibles. Et qui ont aussi une faille narcissique, souvent. Ok. Voilà, donc chacun a sa faille, mais il la comble pas de la même façon. Ok. Et comment s'est passée déjà la rencontre avec cette personne ? Alors, cette rencontre, elle a été dans une période un peu particulière de ma vie. J'étais en plein divorce. Et c'était une période où j'avais besoin de beaucoup de reconnaissance. J'avais besoin de faire des rencontres, besoin de savoir que je plaisais encore. Et je m'étais donc inscrite sur un site de rencontre, Adopte un mec. Et en fait, on a eu un premier contact. C'était un 31 décembre, la date est un peu particulière. On a eu un premier contact. Alors, de mes souvenirs, ça fonctionnait comme ça. C'était l'homme qui venait, qui envoyait une sorte de message à la femme, en fait. Et puis, la femme dit oui ou non, je veux bien répondre à cet homme. Donc, je lui ai répondu. On a discuté un petit peu le 31 décembre. J'avais d'autres choses à faire. Je lui ai dit qu'on verrait plus tard. Donc, on a commencé à discuter tous les deux sur Adopte un mec. Et beaucoup de discussions en ligne en peu de temps. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que j'avais l'impression d'être comprise. Il me posait beaucoup de questions. J'étais hyper flattée qu'il s'intéresse à moi parce que moi, ça faisait 20 ans presque que j'étais avec mon ex-mari. J'avais plus les codes de la drague, donc voilà, j'étais vraiment contente qu'on s'intéresse à moi. Et en fait, on a vite pris un rendez-vous pour déjeuner ensemble. Alors, quand je l'ai rencontré, faut être honnête, hein, c'était pas du tout le type d'homme qui me plaisait. Mais il a été hyper prévenant avec moi. Ouais, il était pas ce que j'attendais, parce qu'à ce moment-là de la relation, on peut pas dire ça, mais en tout cas, il prenait soin de moi, il faisait attention, il posait des questions, il s'intéressait à moi, il avait à peu près les mêmes idées que moi, les mêmes valeurs, enfin, en apparence. Et du coup, ça s'est très très vite enchaîné. Premier déjeuner, quelques jours plus tard, première rencontre le soir, premier baiser, premier week-end ensemble. Voilà, ça s'est très très vite enchaîné. Donc au départ, sur le papier, c'est vraiment genre la relation parfaite. Exactement. Enfin, il était prévenant. Alors, quand même, il faut noter, il y a 2-3 choses qui m'ont un peu perturbée dans ce qu'il me disait par écrit. J'ai noté les phrases parce que c'était quand même assez typique, mais il m'a dit qu'il allait venir me kidnapper. Il a dit qu'il était l'araignée qui faisait sa toile autour de ses proies. Et vu qu'à cette époque-là, je sortais de 20 ans de relation, j'étais complètement perdue dans le domaine amoureux et les nouvelles rencontres. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre, mais ça se peut... ça se peut, ça fonctionne comme ça, j'en sais rien. Faut pas que je m'arrête à 2 phrases, quoi. Puis là, les phrases, elles sont complètement sorties du contexte. Donc, du coup, elles peuvent paraître choquantes, mais je sais pas les discussions que vous aviez à ce moment-là. En fait, dans le contexte, ça semblait... c'était de la vraie drague, hein. Et pour moi, je me suis dit, c'est juste qu'il était vraiment très intéressé par moi, et je me suis pas plus interrogée que ça. Alors, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était un red flag, enfin, quelque chose auquel j'aurais dû faire attention. Prise dans le jeu, j'ai pas fait gaffe. Juste pour ceux qui ne connaissent pas les red flags, c'est les drapeaux rouges. Et souvent, en début de relation, on peut parler de drapeaux rouges. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voir si c'est un drapeau rouge, on arrête la relation. Drapeau orange, on se pose des questions. Et drapeau vert, on y va. Donc voilà, le début de relation, ça va très vite. On enchaîne... on se voyait au début un week-end sur 2 parce que je vivais encore avec mon ex-mari. Et donc j'avais un week-end sur 2 de liberté. Et comme il voulait pas qu'on se rencontre chez lui, moi je pouvais pas aller chez moi parce que on partageait le logement avec mon ex-mari. On se voyait à l'hôtel le week-end. Voilà. Pourquoi il voulait pas que vous voyiez chez lui ? Eh bien, je ne sais pas. Ok, même t'as jamais su. Au début, alors c'était aussi un des drapeaux rouges auxquels j'aurais dû faire attention, c'est que lui me posait beaucoup de questions. Et moi, en fait, quand je posais des questions, soit il répondait à côté, soit il changeait de conversation.
il voulait pas que je vienne chez lui, il voulait pas que je rencontre ses parents, enfin, voilà. Et comment la relation a évolué? Au début, ça se passait hyper bien. Déjà, on se voyait dans un lieu neutre, on était à l'hôtel, ni chez lui, ni chez moi, donc voilà, je rencontrais ses amis, il a rencontré les miens, pas ma famille tout de suite, mais puis il n'était pas pressé, visiblement. C'est quand j'ai quitté le logement avec mon ex-mari que je me suis installée dans mon appartement que là, tout s'est accéléré. En fait, vu que j'avais un chez moi, il venait régulièrement chez moi. Il voulait pas rencontrer mes enfants, mais j'étais pas hyper pressée de lui présenter non plus. Et au début, c'était la vraie relation parfaite, quoi. On était sur la même longueur d'onde, on partait en week-end, on faisait des super trucs ensemble, tout allait bien. Et ça a vite commencé à se dégrader. Donc je me suis installée chez moi au mois d'avril, ça a commencé à se dégrader fin mai, début juin, donc ça a été très rapide en fait. Alors ça s'est dégradé parce que moi je voulais un peu plus d'investissement de sa part, je voulais rencontrer sa famille, certains de ses amis où il faisait tout pour que j'évite de les rencontrer, je voulais qu'il voie un peu plus mes amis, il y tenait pas, enfin voilà. Au fur et à mesure je me suis rendu compte de certaines choses où je me disais il n'était pas cohérent dans ce qu'il me racontait. Il me parlait de certaines choses et après, quand je regardais, c'était pas du tout cohérent avec sa parole. C'est-à-dire que dans la parole, c'était parfait et dans les actions, c'était complètement l'inverse. Ouais, non, c'était vraiment pas cohérent. Ça, c'est un vrai red flag. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à se mettre en colère pour des broutilles. Au début, quand je pleurais, il me consolait. Et puis après, quand je pleurais, il m'engueulait, en fait. Il me disait ouais moi je voulais être tranquille, tu me saoules, voilà, alors que souvent c'était de sa faute si je pleurais. Donc il me faisait passer pour une idiote des fois, volontairement, hein, toujours. Alors c'était souvent sous le couvert de l'humour, mais voilà. Et puis il renvoyait toujours la faute sur moi et ça c'était de plus en plus fréquent, c'est-à-dire que quand il se passait quelque chose, même si c'était lui, il disait toujours qu'il l'avait fait à cause de moi en fait. C'était parce que moi j'étais comme ça qu'il faisait les choses comme ça en fait. Donc c'était toujours de ma faute. Et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que mon cerveau était complètement envahi. Je ne pensais qu'à lui tout le temps, toute la journée. Des fois il passait des journées complètes à pas répondre à mes messages. Puis à d'autres moments il m'envahissait de messages. J'en avais 50 en 2 ou 3 heures quoi. Donc non, c'était vraiment une sensation très envahissante et je me suis aperçue aussi que malheureusement dans mon travail, je commençais à être plus très efficace, que j'étais là avec mes amis mais sans vraiment être là, j'étais là physiquement mais pas mentalement, que je faisais plus attention aux gens qui m'entouraient. Et que je pensais qu'à lui, il avait pas rencontré mes enfants, mais quand j'étais avec eux le week-end, on se voyait pas, et lui m'envahissait de messages, quoi. Et en fait, j'étais plus présente pour mes enfants. Donc, on a eu un premier clash, et en fait, ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette relation s'est passée en 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a une grosse rupture qui a duré 3 mois. Au bout de combien de temps, du coup ? Au bout de, ça a duré de janvier à juillet, et ensuite ça a repris d'octobre à août l'année suivante. Ok. Et du coup, c'est toi qui as mis fin la première fois ? Non, c'est lui qui a mis fin la première fois. En fait, le premier clash, on l'a eu en fait, c'était fin juin. Je me suis dit bon, ça commence à être un peu sérieux. Je vais aller supprimer tous mes comptes sur les sites de rencontres, donc. Badoo, etc. Et je me suis rendu compte, en allant supprimer mes comptes, que son compte à lui était encore actif sur les sites de rencontres. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, dis donc, je suis en train de supprimer mes comptes, c'est bizarre, ton compte, j'étais hyper naïve, hein, ton compte, il est encore... c'est comme si t'étais en ligne, donc je comprends pas. Et là, il est rentré, alors toujours par SMS, il m'appelait jamais, hein, c'était toujours par SMS. Et il s'est mis dans une colère, je me suis pris des insultes par SMS, comme quoi je le surveillais, que j'étais qu'une connasse, Là, ça a été vraiment le gros clash, quoi. Donc on s'est pas parlé pendant plusieurs jours, parce qu'il fallait que je digère la chose, hein, je me suis dit c'est pas possible. Et puis en fait... un jour, il me dit ce soir, je passe chez toi,
Bon, bah ok, passe chez moi, on va en discuter. Et en fait, il m'avait donné une heure à laquelle il arrivait, parce que d'habitude, quand il arrivait chez moi, vu qu'il venait en moto, j'allais lui ouvrir le garage pour qu'il puisse garer sa moto. Il est venu plus tôt que prévu. J'étais sous la douche, j'ai pas vu ses messages, j'ai pas entendu le téléphone sonner. Et puis même si je l'avais entendu sonner, de toute façon, j'étais sous la douche. Et quand je m'en suis rendu compte, et ben c'était trop tard, il était parti dormir chez un copain. Parce qu'il n'était pas content, parce que je lui avais pas ouvert le garage. Et moi je l'ai vécu comme une punition, vraiment. On était censés se raccommoder, se réconcilier. Et en fait, il est venu plutôt... et après coup, je me demande s'il l'a pas fait exprès. De nouveau, on s'est disputé par SMS, je l'ai eu au téléphone, pareil, il m'a insulté... il m'a dénigré, voilà. Donc là, ça a été le premier gros clash. On s'est revus quand même 2-3 fois après. J'avais commencé à fouiller un petit peu parce que j'avais des doutes sur sa fidélité. Quand on voit que les comptes sont encore actifs sur les sites de rencontres, j'ai eu des doutes sur sa fidélité. J'ai fouillé, mais pas plus que ça. Et puis là, la relation s'est arrêtée. On s'est séparés et en fait, lui il tentait de maintenir son emprise sur moi, parce que là c'était vraiment de l'emprise, vu que je pensais qu'à lui tout le temps, c'était vraiment de l'emprise. Donc officiellement on était séparés, mais lui il continuait de m'envoyer plein de messages, de venir devant mon appartement. Pour moi c'était fini quoi. Alors à l'époque, j'avais pas trop les clés pour savoir comment agir avec lui, mais je répondais à ses messages, c'était des discussions interminables. Il a commencé, alors il avait des photos de moi nue, et il a commencé à me faire du chantage avec ses photos. Et au bout d'un moment, quand il a vu que je répondais pas, que j'avais arrêté de parler avec lui, il a arrêté, il a tout arrêté en fait. On n'a plus de contact en fait, voilà. Donc là, ça s'est arrêté. Ma vie a repris, la sienne, je suppose aussi de son côté, et puis ça n'a pas été facile, c'est une rupture, donc c'est jamais simple. Et puis là, je savais pas vraiment pourquoi on s'était séparés, on n'a jamais eu de vraies discussions. Et jusqu'à fin octobre, j'ai plus de nouvelles de sa part. Toi, t'as réussi déjà à te reconstruire pendant cet interlude-là ? Alors non, pas vraiment, parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont été compliquées. Déjà, je venais de m'installer dans mon appartement, donc fallait que j'aménage tout ça. J'ai perdu mon grand-père, j'avais énormément de travail. Du coup, je m'étais remise à fond dans le boulot, donc j'avais beaucoup de travail. Et je suis tombée malade. Donc voilà, je suis tombée malade et je me suis retrouvée brutalement en arrêt, sans permis, parce que j'avais pas le droit de conduire. T'as eu quoi, si c'est pas indiscret ? Non, c'est pas indiscret, j'ai fait un AVC. Donc donc je me suis retrouvée chez moi, en fait, et je devais me reconstruire, donc c'était ça ma priorité. Et puis, je sais pas pourquoi, c'était complètement débile de ma part, mais à un moment donné, je m'ennuyais. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais en arrêt, presque 2 mois, ouais. Et je me suis réinscrite, j'ai réactivé mes comptes sur les sites de rencontres. Et là, il en a profité pour me recontacter. Voilà, donc j'ai répondu. Il était au courant que j'avais fait un AVC. La première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que cet AVC est de ma faute ?» En soi, je pouvais pas dire oui parce que l'AVC que j'ai fait, c'était plein de raisons différentes, mais il y avait le stress dans les raisons, dans les facteurs de risque, mais c'était pas pour ça, c'était pas à cause de lui vraiment que j'avais fait un AVC. Et donc là, on recommence à discuter et progressivement, il se passe ce qui se passe et on se remet ensemble. Donc il redevient la personne un peu idéale que tu avais connue au début ? Oui, c'est ça, avec les discussions qu'on avait au début. Donc je me suis dit, peut-être qu'il s'est calmé, peut-être qu'il était vraiment en colère quand il m'a menacée avec les photos. Et on s'est remis ensemble. Alors, j'osais pas trop en parler parce que ma famille était pas très pour, mes amis non plus. Mes amis, globalement, l'aimaient pas beaucoup. Est-ce que tes amis te disaient pourquoi ils l'aimaient pas beaucoup ? Non, il y en a qui ont coupé les liens avec moi. Donc j'ai perdu des amis comme ça. Lui, il était comment avec tes amis ? Alors ça dépendait des personnes. Il y avait des personnes avec qui il était hyper sympa. Vraiment, c'était le mec hyper cool et tout. Donc ceux-là, ça se passait bien. Et puis il y en a d'autres, je pense qu'ils savaient qui s'étaient rendus compte de comment il était. Et avec eux, en fait, il était vraiment désagréable. Il faisait tout pour pas les voir. Et il faisait tout pour pas que je les voie aussi. Donc ça fait partie aussi des choses...
où il faut faire attention, hein, c'est l'isolement. Il était vraiment différent suivant les gens. Par contre, aux yeux de ses amis à lui, il était exceptionnel. Donc, moi, quand je me posais des questions, je me disais, vu que ses amis l'apprécient, pourquoi moi je vois ça et pas eux, en fait? Donc, je me disais que ça venait certainement de moi, en fait. Donc, du coup, on s'est remis ensemble. Alors, je sais pas si c'est un manque de bol pour moi ou pas, mais très rapidement, il a eu un accident de moto. On s'est remis ensemble fin octobre. Mi-novembre, il a eu un accident de moto. Alors, c'était pas très grave en soi, hein, ça concernait les jambes et la hanche, et la cheville, mais il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Donc à ce moment-là, il était hyper dépendant de moi, et c'était le mec parfait. Parce qu'en fait, j'étais son aide-soignante, son amante, j'étais tout, quoi. Vu qu'il était tout seul, je l'emmenais à droite, à gauche, je faisais taxi aussi, enfin... Et tant qu'il a été en fauteuil roulant, c'était la relation idéale, quoi. Et moi, j'étais encore en arrêt parce que je pouvais pas encore reprendre le travail, donc je m'occupais essentiellement de lui. Toi, t'étais bien à ce moment-là ? Oui, j'étais très bien, et je pense que c'est la partie positive de cette histoire, c'est qu'en fait, ça m'a aidé à remonter de mon AVC et à récupérer toutes mes fonctions motrices et intellectuelles. Parce que j'avais un moteur, en fait, j'avais une motivation pour le récupérer, quoi. En fait, là, il a vite rencontré mes enfants, parce que vu qu'il était tout seul le week-end, on faisait plus un week-end sur deux, j'allais le chercher chez lui le week-end, et puis il passait le week-end chez moi. Donc au début, tout a été parfait, tant qu'il était en fauteuil. Et à partir du moment où il a commencé à sortir du fauteuil, là, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé très très vite. En fait, il a commencé à me dénigrer. Enfin, on repartait dans les mêmes histoires que pour la première fois. Il a commencé à me dénigrer. Je me suis rendu compte beaucoup plus rapidement des choses incohérentes. Et puis, en fait, à l'époque, ma tablette était tombée en panne. Il m'avait prêté la sienne et tous ses comptes étaient connectés. Donc, je voyais les messages Messenger arriver sur sa tablette, Messenger, WhatsApp... Et il recevait des messages qui étaient un peu bizarres quand même, de femmes que je ne connaissais pas, et où je me suis interrogée. Puis quand je lui en parlais, soit il répondait pas, soit il s'énervait, soit... il avait des réactions qui n'étaient pas très cohérentes, quoi, pas rassurantes du tout en tout cas. J'ai commencé à fouiller un peu, j'avais vraiment des doutes. Et puis, plus ça allait, plus ça se dégradait, mais pas que sur ces doutes-là, en fait, hein, vraiment sur le dénigrement, sur les choses contradictoires. Un jour, il me disait que j'étais une bonne mère, un jour, il me disait que j'étais une mère pourrie, une mère de merde, hein, c'était ses termes à lui. Hein. En fait, ça a commencé, là où ça s'est vraiment dégradé, c'est quand il a commencé à s'en prendre à mes enfants. Il y a eu vraiment 2 couacs qui ont déclenché la fin de cette relation, de cette deuxième partie de relation. Le premier, en fait, il disait tout le temps qu'il avait toujours raison. Et j'ai une de mes filles qui un jour qui lui a dit non, c'est pas vrai, on peut pas avoir tout le temps raison, ça marche pas. Et donc il a commencé à s'énerver en lui demandant de lui citer 3 exemples pour lesquels il n'avait pas eu raison. Et puis à l'époque, elle était jeune, quoi. Elle a commencé à pleurer, et elle est partie dans sa chambre, et lui, plutôt que de la laisser tranquille, il l'a suivie dans sa chambre pour il l'a saoulée pendant 30 minutes pour savoir, pour qu'elle lui donne des exemples. Au bout d'un moment, je suis allée chercher en lui disant c'est bon, stop, ça suffit le harcèlement, là tu reviens, et puis... C'est que là, son ego avait été blessé, en fait. Il avait été blessé, exactement. En plus, je soutenais ma fille, donc là, il s'est pas du tout senti soutenu, et... ça lui a fait du mal, et voilà. Et il supportait pas qu'on puisse dire qu'il n'ait pas raison, quoi. Donc ça a été le premier couac, où il est parti chez lui en colère, voilà. Et le deuxième couac, en fait, c'est vraiment, ça signait la rupture presque définitive. On allait manger chez un ami, et les enfants... alors on était plusieurs couples avec plusieurs enfants, et les enfants sont tous allés se servir du coca dans le frigo, sans rien demander à la personne qui nous avait invités. Alors c'est vrai, c'est moyen. Mais lui, il s'est mis hyper en colère avec ça, alors que c'était une broutille, mais il a utilisé des mots hyper durs pour dire que mes enfants étaient une honte, c'était un déshonneur, c'était vraiment des termes très très durs. Et puis ça a duré comme ça, on est rentrés, on s'est disputé encore pendant 2 heures à ce sujet-là, et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute,
Enfin, parce qu'il voulait avoir raison, évidemment. Hein. Je lui dis, écoute, j'en ai vraiment marre de ça, de toutes ces disputes par rapport à mes enfants. Si mon éducation ne convient pas, elle est comme elle est, tu peux prendre la porte. Donc, il a plié ses affaires, il est parti. Le lendemain, je recevais un message qui disait je suis partie, maintenant je veux récupérer toutes mes affaires. Donc, ce qui était assez drôle, c'est qu'il a voulu récupérer ses affaires, les cadeaux que je lui avais offerts et les cadeaux qu'il m'avait offerts. Donc, voilà. La notion de justice, on l'a pas. Ah non, pas du tout, là, c'était normal qu'il récupère les cadeaux que je lui ai offerts parce que c'était les siens, enfin c'était ses cadeaux à lui, et c'était aussi normal qu'il récupère ceux qu'il m'avait fait parce que c'était lui qui les avait payés. Donc voilà, moi je lui dis ok, je te mets tout dans le couloir parce que j'avais pas du tout envie de le voir. Donc j'ai tout posé dans mon couloir en prévenant mes voisins quand même pour qu'ils viennent y chercher et puis il est dû récupérer ses affaires. On reste quelques jours sans nouvelles, sans rien. Pareil, j'étais triste, mais voilà, c'était comme ça. Et puis je suppose que il avait perdu son joujou, donc il voulait le récupérer. Hein, et il recommence son emprise avec moi. Donc en fait, il revient, il m'envoie plein de messages. Il y a même une nuit, il a passé une nuit complète sur mon paillasson, à dormir devant ma porte d'entrée et je voulais pas lui ouvrir. On alternait entre des messages d'insultes et j'ai eu des centaines de roses, mais vraiment des bouquets de fleurs devant ma porte d'entrée. Il y avait, en plus il prenait à chaque fois des chiffres significatifs, donc il y avait, 30 et quelques roses posées devant ma porte d'entrée, des lettres, un coup des lettres d'insultes, un coup des lettres d'amour, enfin... Il s'excusait ou pas dans ces moments-là ? Non, il s'excusait jamais, mais il me disait tout le temps que j'étais la femme de sa vie et qu'il voulait me retrouver et qu'on pouvait tout solutionner avec l'amour. Donc à ce moment-là, j'avais commencé un petit peu à chercher pourquoi il se comportait comme ça. J'avais une amie de l'époque qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille en me disant, tu sais, pervers narcissique... tu devrais chercher un petit peu, ça peut être bien. J'étais suivie aussi par une psy depuis mon divorce et qui aussi, elle avait tenté de me mettre sur la voie. Puis c'est vrai que, il y avait plein de choses qui étaient tellement bizarres entre le fait de ne pas pouvoir rencontrer ses parents, certains de ses amis que je connaissais pas. D'ailleurs, sur les amis que je connaissais pas, alors je coupe un peu, mais il y avait un truc drôle, j'ai organisé ses 40 ans surprise. Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais j'ai organisé ses 40 ans surprise et donc ces amis-là que je ne connaissais pas, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour les rencontrer. Donc je les ai tous contactés via Facebook ou en cherchant les numéros de téléphone. Et en fait, la plupart de ces amis que je connaissais pas ne connaissaient pas mon existence. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même un truc bizarre parce que lui il disait qu'il parlait de moi et en fait eux ils me connaissaient pas. Donc en fait il choisissait à qui il parlait de toi et à qui il te présentait. Exactement. Pour toi il avait une double vie ? À un moment donné oui, je me suis rendu compte qu'il avait une double vie parce que à partir du moment où ça a commencé à clasher et où ça s'est mal passé avec mes enfants, je me suis dit de toute façon perdu pour perdu, allez je contacte les personnes avec qui j'avais des doutes en fait, où je pensais qu'il voyait ces personnes mais plus que en tant que cliente ou en tant que amie. Et j'ai contacté 3 personnes. Ces 3 personnes m'ont confirmé qu'elles avaient eu des relations avec lui pendant qu'on était en couple en fait. Donc j'ai pas trop creusé plus que ça. Ça me suffisait de savoir en fait que oui, il m'avait trompée alors qu'il m'affirmait l'inverse en fait. Je me suis toujours posé une question sur les pervers narcissiques, c'est est-ce qu'ils sont conscients du début jusqu'à la fin de tout ce qu'ils font ? Je sais pas. Ouais, t'arrives pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Mais en tout cas, ce qui était hallucinant, c'est que quand je lui en parlais, et même quand j'ai eu les preuves que j'avais des messages écrits, en fait, où les filles me disaient « oui, j'ai vu monsieur pendant cette période-là », il m'affirmait que c'était faux. Et il trouvait toujours une excuse pour dire que c'était faux, avec en plus des torrents de larmes, quoi. Vraiment, mais tu me crois pas, t'as pas confiance en moi, comment tu peux ne pas avoir confiance en moi, alors que j'avais des preuves. Et c'est là en fait que ça retourne le cerveau parce que on a quelque chose de concret, une vraie preuve qui est là, et on a une personne en face qu'on aime, si on peut appeler ça de l'amour, et qui nous affirme en pleurant qu'il n'a pas eu de relation avec ces personnes-là,
Et c'est là que le cerveau, il est vraiment... C'est tellement contradictoire que le cerveau, il n'arrive pas à encaisser tout ça. Et du coup, si je le remets on en était à donc deuxième rupture, il essaye de te reconquérir et ça alterne entre... Du chaud-froid, clairement. Et à un moment donné, en continuant mes recherches sur les pervers narcissiques et en écoutant les conseils de ma psy, j'ai appliqué ce qu'on appelle le no-contact. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là, la seule solution pour s'en sortir, pour moi qui n'avais pas d'enfant avec lui et qui ne vivait pas avec lui, on n'avait pas de bien commun, c'était de couper tout contact. Mais quand on dit couper tout contact, c'est-à-dire ne pas répondre à ses messages, le bloquer pour ne pas voir ses messages, ne pas stalker sur internet, c'est-à-dire ne pas aller farfouiller sur ses réseaux sociaux et voir ce qu'il fait. C'est vraiment en fait une désintox du cerveau de la personne. Alors, j'ai appliqué un pseudo no contact parce que c'était quand même compliqué de se dire je vais pas regarder ce qu'il fait. Et en fait, j'ai continué de vérifier un peu les réseaux sociaux. Je continuais de recevoir, enfin j'avais bloqué ses messages, mais je continuais de les recevoir, donc je regardais un petit peu ce qu'il en était. Et au bout d'un moment, d'un vrai du no contact, en tout cas moi je répondais pas, il s'est mis très en colère. Et là, il a commencé à me menacer, toujours avec ses photos de moi nue, et à me demander de l'argent contre ses photos. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, c'est du flan, il l'a pas fait la première fois, il le fera pas, il publiera pas mes photos. Et plus ça allait, plus c'était violent, c'est-à-dire qu'en fait, il mettait des comptes à rebours, il faisait ça à l'aide de faux comptes qu'il avait créés. Et puis un jour, il a continué à me menacer pendant longtemps. J'ai essayé d'aller déposer une main courante à la gendarmerie. On m'a un peu rigolé au nez en fait, parce qu'en même temps, il continuait de m'envoyer des fleurs. Et en fait, à la gendarmerie, on m'a dit « Mais madame, c'est un homme qui vous aime, il souffre, laissez passer, ça va passer. » Donc attends. Ça veut dire qu'un homme qui fait du chantage à sa femme, il a le droit en fait aux yeux de la gendarmerie. En tout cas, aux yeux de ce gendarme que j'ai vu ce jour-là en tout cas. Donc je suis repartie chez moi et puis j'ai continué à recevoir ces messages qui allaient crescendo. Et un matin, je vais à ma voiture. Alors déjà, en plus, vu qu'il venait poser des bouquets de fleurs et des lettres devant ma porte, ça voulait dire qu'il accédait, qu'il était pas loin de moi physiquement. Un matin, je vais chercher ma voiture dans ma place de parking qui est dans un sous-sol, et je retrouve plein de photos de moi nue collées sur ma voiture. Donc, heureusement, j'avais pas mes enfants, mais je me suis dit, mes voisins ont peut-être pu les voir, je ne sais pas. Et je les ai vite enlevés. J'ai appelé mon travail en disant, je peux pas venir travailler aujourd'hui. Je suis allée à la gendarmerie, et là, je suis tombée sur une femme. Je pense que c'est ce qui a beaucoup changé les choses, qui m'a dit « Ok, on prend une main courante, et puis s'il va plus loin, vous porterez plainte. » Donc je dépose ma main courante, je rentre chez moi, je me souviens plus du laps de temps qui s'est écoulé, parce que cette période-là, c'était vraiment une période... je sais pas comment le temps est passé, je vivais plus. T'avais tout le temps peur ? Ouais. J'étais tout le temps en train déjà de vérifier sur les réseaux sociaux ce qu'il faisait pour savoir s'il était vers chez moi, pas vers chez moi, savoir ce qu'il allait faire, essayer de... Et là, j'ai reçu des messages qui me disaient si dans un jour tu m'as pas donné l'argent, je posterai les photos à telle adresse. Donc, quand j'ai reçu ces messages, en fait, avec ce compte à rebours, je suis allée à la gendarmerie en disant, ça s'amplifie. Donc, elle a pris note, on n'a toujours pas fait le dépôt de plainte. J'ai reçu ça, et l'après-midi, en fait, il a mis son plan à exécution, c'est-à-dire que il a commencé à envoyer les photos et toutes les demi-heures, il les envoyait à une nouvelle adresse. Donc le premier à les avoir reçus, c'est mon frère, sur son adresse professionnelle. Les deuxièmes, c'est mon travail. Alors heureusement, c'était une adresse mail bateau qui arrivait. Je travaillais au service informatique, donc j'ai pu mettre en place des choses avec ma responsable pour que les photos n'arrivent pas. Mais c'est hyper gênant d'aller dire à ma responsable... il risque d'avoir des problèmes. J'ai rencontré quelqu'un qui était pas bien et qui était pas une bonne personne et qui me fait du chantage avec ses photos et qui a envoyé ses photos en fait sur des adresses mail et tu peux peut-être les recevoir.
Donc là, je suis allée déposer plainte à la gendarmerie et tout s'est enclenché. Donc une vraie enquête avec... fallait que je leur donne des preuves, des emails en fait. Mon frère est venu témoigner et ça a duré l'histoire des photos, ça a duré sur 3 jours à peu près. Ça a commencé un vendredi, ça s'est fini le dimanche soir, lundi. Et il les a postés sur des réseaux sociaux d'une boîte de nuit que je fréquentais. Moi, j'avais essayé d'anticiper en envoyant des messages pour dire aux gens que je connaissais, vous risquez de recevoir un mail de telle adresse ou de telle personne et faites attention. S'il vous plaît, n'ouvrez pas ces mails. C'est pas des... je pense que vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dedans. Et donc voilà, la gendarmerie l'a appelé pour lui dire de se calmer, donc il a arrêté pour les photos. Il a continué quand même à m'envoyer des mails de menaces. Et un soir, en fait, le vendredi suivant, je suis rentrée chez moi et il m'attendait dans le sous-sol et il m'a agressée dans le sous-sol. Donc il m'a coincée dans l'ascenseur, alors rien de très violent, surtout des paroles, pour me dire tu me dois de l'argent, t'es vraiment qu'une conne. Il m'a insulté et si tu me rends pas mon argent, je continuerai à t'agresser, à envoyer les photos. Et pourtant il avait quand même eu un appel de la gendarmerie. Donc il m'avait attrapé par le bras, secoué, voilà. Et je suis retournée à la gendarmerie. Je suis allée chez le médecin en fait pour faire prouver les marques. La gendarmerie l'a rappelé et là ça s'est arrêté. L'enquête a continué. Alors ça c'était, je me souviens plus, c'était fin août. Je me souviens plus exactement des dates, mais en tout cas 1 mois plus tard en fait, c'est bon, ils avaient pu prouver en fait que c'était bien lui qui envoyait les photos aux différentes adresses. Donc convocation à la gendarmerie et puis à partir de ce moment-là, la justice se met en place et une date de procès. Il y a une date de procès qui est prévue avec. Faut que je trouve un avocat. Voilà. Donc entre le moment où lui m'a agressée et le moment où il y a eu le procès, il s'est écoulé 1 an. Comment tu vis pendant cette année-là ? Les premiers mois, alors déjà le week-end où il y a eu les photos qui ont été postées, c'était invivable. Franchement, j'étais dans un état second en fait, parce que je me disais c'est un cauchemar quoi, c'est pas possible, je vais me réveiller en fait. Et non, en fait c'était vrai. Après, au fur et à mesure, je me suis fait beaucoup aider. Donc, je me suis fait aider donc, toujours par ma psy, par ma famille. Et je suis allée voir une association qui existe encore d'ailleurs, qui est à Annecy, qui m'a aidée dans les démarches judiciaires, parce que c'est vraiment pas facile. Pour le dépôt de plainte, pour comment s'en sortir, pour quel avocat aller voir... Donc voilà, et ça m'a vraiment aidée en fait. Mais oui, il aura fallu du temps. Cette année-là, en fait, elle a été hyper longue parce que j'attendais le procès avec impatience. Et j'avais envie qu'on dise qu'il était coupable en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Et il y a des moments de haut et de bas en fait. Alors là, il n'y a que le temps qui fait son affaire en fait. Qui fait son effet. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire en fait, à part se faire aider psychologiquement et par des associations. Et du coup, le jugement a dit quoi ? Alors, quand on allait au procès, donc déjà, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà un casier judiciaire, mais pour d'autres choses. Il avait déjà été jugé 2 fois et condamné 2 fois. Il s'est fait engueuler par le juge, mais alors... bien comme il faut, donc ça c'était, on va dire, assez plaisant. Ça m'a fait vraiment du bien. Moi, ça m'a fait du bien d'aller témoigner aussi, de pouvoir dire face à la justice ce que j'avais vécu et comment je le ressentais. Et donc, il a eu un stage de citoyenneté de 15 jours, 4 mois de prison avec sursis, simple, et puis des dommages et intérêts. Alors, il faut savoir que les dommages et intérêts, je ne les ai jamais touchés. Il ne les a jamais payés. Et ça, on peut pas faire grand-chose, en fait, pour ça. Et après, parce que là, moi, je suis en train de me dire, donc tu nous as dit en début d'épisode que tu étais avec quelqu'un. Comment tu redonnes ta confiance à quelqu'un après ça ? J'ai rencontré quelqu'un de très, très, très patient. Donc, il connaissait toute mon histoire, parce qu'on se connaissait d'avant, en fait. Donc, il savait qu'il y avait une histoire un peu particulière. J'en ai parlé tout de suite parce que ça me semblait une évidence vu les traces que ça avait laissées.
Et il a été hyper patient avec moi, il m'a beaucoup écouté, il a fait plein de choses pour que j'aie confiance en fait. C'est-à-dire que dès que j'avais une question, je lui posais, il répondait. Éventuellement, si j'avais des doutes sur quelque chose, il me montrait ses messages. Enfin, vraiment, non, pour ça, il a été hyper top. J'étais déjà avec lui au moment du procès, donc il est venu au procès avec moi. Je pense que ça vient vraiment de mon conjoint, en fait, le fait que j'ai retrouvé, que j'ai pu avoir confiance en lui, en fait. Et puis un travail sur moi aussi avec la psy, hein, parce que ouais, non, ça aurait été hyper compliqué. Aujourd'hui, est-ce que cette histoire a encore des séquelles justement pour toi? Oui. Alors ça a mis hyper longtemps déjà à ce que je n'ai plus peur, entre guillemets. Oui, il y a encore des séquelles parce que alors, les personnes perverses narcissiques ont des phrases un peu typiques. Donc si vous faites des recherches sur Internet, enfin si tu fais des recherches sur Internet, tu verras, on retrouve toujours à peu près les mêmes phrases. Alors j'en ai quelques-unes, hein, mais par exemple, on a des phrases comme tu ne me mérites pas, tu n'es rien sans moi, j'ai toujours raison, il faudra que tu t'y habitues, tu sais à quoi t'en tenir, je ne vais pas te lâcher. Enfin voilà, et c'est des phrases souvent qui alternent entre des choses hyper gentilles, hyper positives et des choses hyper négatives. Donc oui, alors aujourd'hui les séquelles, c'est que je suis devenue hyper méfiante. Avant j'étais quelqu'un, on va dire, de naïf et je faisais confiance très très facilement. Et aujourd'hui j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais à n'importe qui, hein, que ce soit amical, familial. Enfin, j'ai vraiment besoin d'avoir des preuves pour faire confiance aux gens. Et puis j'ai vécu dans la peur hyper longtemps. Alors j'ai une petite anecdote comme ça. Il y a 4 ans, en fait, j'ai recroisé donc cette personne dans une foire. Et en fait, quand je l'ai vu de loin, j'ai eu tellement peur, ça a été vital pour moi d'aller me cacher. J'ai lâché tout le monde dans la foire et j'ai couru et je suis allée me cacher. Et je me suis dit, dis donc ma grande, t'es pas encore guérie, hein. Il y a encore du boulot à faire, quoi. Parce que, en fait, en soi, il aurait rien pu me faire. Il y avait plein de monde autour de nous. J'étais accompagnée. Mais c'est là que je me suis dit que les séquelles, elles restent, elles sont là. Et, Lui n'a jamais essayé de te recontacter après le procès? non. Alors, en fait, avec ces 4 mois de prison avec sursis, déjà pendant 5 ans, s'il refaisait quoi que ce soit, en fait, il finissait en tôle. Donc, je pense que ça a dû le calmer un petit peu. Et non, il a jamais essayé de me recontacter. En fait, c'est quelqu'un de très sûr de lui. Je pense que le procès, ça l'a déstabilisé. Parce qu'au moment du procès, il est venu sans avocat, en se disant « je vais me défendre tout seul ». Donc il s'est dit tranquille, je vais y aller. Déjà, ils n'ont aucune preuve contre moi. C'est ce qu'il se disait, parce qu'il est informaticien. Donc il s'est dit « ouais, tout ce que j'ai fait, de toute façon, c'est bon, ils ne me retrouveront jamais ». Donc il était vraiment très sûr de lui. Et quand le juge a commencé à lui dire « mais monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait ? Sérieusement, vous pensez vraiment que ça marche comme ça à la vie, quoi ?» Et la première phrase qu'il a dite, c'est « ah si j'avais su, je serais venue avec un avocat, je pensais pas que ça allait tourner comme ça ». Donc je pense qu'il a compris qu'en tout cas avec moi, il pouvait pas faire ce genre de choses. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que tu précises avec toi. Est-ce que lui t'avait parlé de ses relations précédentes? Alors un tout petit peu, et à chaque fois j'avais des bribes de vérité mélangées à des mensonges, c'est pareil, c'est un truc typique des manipulateurs. À chaque fois, toutes ces ex, c'était des connes. Toutes. Alors, il y en a eu beaucoup, apparemment, hein, mais toutes, c'était des connes. J'avais essayé de contacter celle qui était juste avant moi. Elle n'avait pas voulu parler. Elle m'avait dit c'est pas quelqu'un de bien, tu devrais t'en éloigner, mais c'est tout ce qu'elle m'avait dit. Et elle voulait pas m'en parler. Donc, elle avait tourné la page et était passée à autre chose. Tu l'as cru, toi, à ce moment-là, ou pas? Et son ex? Ouais. Oui, parce que c'était à la fin que je l'ai contacté. C'était quand il a commencé à me menacer, donc... Et des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il n'a pas fait la même chose avec d'autres femmes qui n'ont pas eu le courage, en fait, de le faire? Parce que, moi, je me suis battue pour moi, pour mes enfants, parce que voilà, je trouvais que c'était normal. Et je me suis battue aussi pour les autres femmes qui avaient pu subir la même chose. Et que ce soit de lui ou de quelqu'un d'autre. Et à l'époque, en fait, on appelle ça aujourd'hui du porn revenge. Mais en fait, à l'époque, les lois n'étaient pas faites pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Alors, j'ai pas les termes de justice exacts, mais il n'y avait pas de chef d'accusation, en fait, concernant la diffusion de photos intimes, en fait. L'avocate, en fait, a trouvé d'autres biais. Il y a eu l'agression. Donc, l'agression, là, c'était
quelque chose de connu. Mais en tout cas, la loi est sortie quelques mois après, en fait. Oui, c'était pas considéré comme un délit ou... C'était la diffusion de photos sans mon accord, mais c'est tout. Ok. Alors que c'est des photos quand même qui sont bien plus que ça. Et d'ailleurs, du coup, les personnes qui ont reçu ces photos, comment étaient vos relations après ça? J'ai eu beaucoup de gens hyper compréhensifs. Ma famille, en fait, ils ont hyper bien réagi, hein, globalement. Je pense que la plupart s'étaient rendu compte que c'était pas quelqu'un de bien. Et en fait, dans mes amis, par contre, alors ça c'était avant les photos d'ailleurs, mais dans mes amis, j'ai perdu des amis, oui. Il y a des gens qui m'ont tourné le dos et voilà, c'est comme Pendant ça. la relation ou après? Pendant la relation, après, non, globalement, tous les gens qui étaient restés là, ils étaient là pour moi. Ils m'ont beaucoup aidé. Par contre, il y en a qui m'ont... Enfin, juste avant que ça se finisse, en fait, qui m'ont vraiment tourné le dos. Et... Toi, t'as des choses que t'as envie de rajouter? En fait, ce que j'aimerais rajouter, c'est que on parle... donc on est dans un podcast sur l'hypersensibilité. En fait, les hypersensibles sont une cible pour les pervers narcissiques parce que en fait ils se servent de toutes nos qualités pour nous appâter et nous mettre, je sais pas si on peut dire ça, mais nous mettre sous emprise en fait. Et j'avais noté en fait les critères qui faisaient que moi j'avais pu tomber dans le piège. Déjà, j'étais dans une période de fragilité, donc ça, c'est vraiment un moment, en fait, où là, les pervers narcissiques, ils en profitent pour venir nous chercher, en fait. Et quand on est hypersensible, on a souvent, en fait, besoin d'être rassuré, on est empathique, on est gentil, et on a besoin de reconnaissance aussi, souvent, et on se pose un tas de questions sur les relations avec les gens, et je pense que c'est là, en fait, que lui, il a pu rentrer dans ma faille, en fait, parce qu'en fait, en étant empathique, lui, c'est pareil, il se mettait toujours en position de victime, et moi, j'étais là, le pauvre, je cherchais toujours à le comprendre, à le défendre, alors qu'en fait, c'était juste du cinéma, quoi. Et puis, le besoin de reconnaissance, au début de la relation, quand il fait plein de compliments, qui me dit que j'étais la personne qu'il cherchait, pour moi, c'était vraiment idéal, quoi. C'était passionnel au début? Oui. Très. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché dans tes relations ensuite? Pas du tout. En fait, quand je me suis mise avec mon conjoint actuel, j'étais dans une phase où j'avais dit, moi c'est fini, je veux plus de relations sérieuses, quoi. C'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Non, je cherchais quelque chose de calme, de tranquille, parce que... un petit peu de passion quand même, mais fallait pas que ce soit comme ça, parce que ce pervers narcissique, pour moi, c'était comme une drogue, vraiment... Je pensais à lui tout le temps, quand il était pas là, il me manquait, mais c'était des symptômes physiques en fait. Donc non, je voulais surtout pas revivre ça en fait. Puis je voulais pas de phrases, je voulais pas que ce soit trop rapide, je voulais pas de phrases t'es la personne idéale, je t'aime tout de suite, dire je t'aime tout de suite au début de la relation. Non, je cherchais pas ça du tout. Au début de la relation, donc tout va bien, c'est parfait. On croit vraiment avoir trouvé la personne idéale. Et au fur et à mesure de la relation, quand à chaque fois il y a un couac, qu'il s'énerve, qu'il dit que c'est à cause de moi, tout était toujours à cause de moi. Quand on est hypersensible, on a tendance à culpabiliser assez vite. Et vu que de toute façon, lui, il me disait qu'il avait réagi comme ça parce que mon comportement l'avait forcé à réagir comme ça, et j'étais dans un état de culpabilité maximale, quoi. Je me disais, oui, il a raison, c'est de ma faute, je suis vraiment nulle, pas une personne bien. Souvent, ça arrivait qu'ils me disent que c'était moi qui étais folle et qu'il fallait que j'aille consulter quelqu'un. Et effectivement, comme on se pose 10 000 questions et qu'on se remet toujours en question, on se dit, ouais, peut-être qu'il a raison, c'est peut-être moi. Puis en plus, souvent, on cherche des preuves physiques et on n'en a pas forcément, parce que souvent c'est dans les paroles, où ils agissent essentiellement en paroles, il n'y a rien qui reste par écrit. Hein. C'est le principe pour eux, faut que rien ne soit écrit, comme ça au moins il y a toujours le doute. Et quand il dit quelque chose, on doute, on se pose des questions, et vu que je me remettais en question, je me disais non, mais c'est moi. Quand j'avais des doutes avec des relations, je me disais non, mais allez, c'est bon, fais pas ta jalouse. Du coup, il était différent avec toi en privé avec toi en public? Oui, complètement. Et il était même différent en fonction des groupes d'amis. Déjà, il mélangeait pas ses groupes d'amis.
Donc il y avait certains amis qu'on rencontrait d'un côté, d'autres amis qu'on rencontrait de l'autre côté, mais il fallait surtout pas les mettre ensemble. Et quand j'ai organisé ces 40 ans surprise, vu qu'il y avait tous ses amis, il n'était pas content du tout en fait, quand il est arrivé. Et puis il réagissait complètement différemment suivant ses amis. Et il leur racontait pas les mêmes versions des histoires. C'est pareil, enfin les histoires, on avait le même fond de l'histoire, mais c'était pas toujours la même version. Comment tu t'en es rendu compte de ça? Parce que du coup, t'as plus de lien avec ses amis. Alors j'en ai, si, une personne que j'ai gardée, enfin que je continue de voir aujourd'hui. Mais comment je m'en suis rendu compte, c'est parce que donc dans la deuxième partie de l'histoire, quand j'ai commencé à avoir des doutes, où c'était vraiment compliqué et où en fait moi je savais plus qui j'étais. Hein. Franchement, ils arrivent tellement à nous retourner le cerveau que je savais plus où je vivais, je savais plus qui j'étais, je savais plus quoi penser, je savais plus penser par moi-même, c'était plus possible quoi. En fait, j'ai commencé à noter. C'était ma psy qui m'avait conseillé ça, de prendre un carnet et de noter en fait ce qu'il disait. Et que quand j'avais un doute, d'aller voir ce que j'avais noté. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des vraies incohérences. Des choses, soi-disant, il avait jamais rencontré cette personne, et puis après, il racontait à quelqu'un qu'il l'avait rencontrée, qu'elle était géniale. Ou, ah tiens, là-bas, il y a une personne que je connais, mais j'ai pas du tout envie de la voir. Donc on n'allait pas la voir, et puis de me rendre compte que quelques jours après, il était à une telle soirée avec elle et qu'il avait passé la soirée à discuter avec elle. Donc ça, je le notais, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand c'est tout le temps comme ça, on a vraiment des doutes et on sait plus. On sait plus. Oui, tu crois que t'es folle au bout d'un moment. C'est ça, je me dis c'est moi, je me souviens pas, j'oublie. Et puis sur la deuxième partie de la relation, c'était hyper facile pour lui de me dire que j'oubliais, parce que j'avais fait un AVC. Donc c'était tellement simple pour lui de me dire oui mais tu sais bien ta mémoire à court terme elle est pas très bonne donc t'as certainement oublié, c'est pas grave. Oui, donc tout dans toute la relation, au début il t'encense et après il te fait perdre ta confiance en toi sur plein de domaines. Ah oui, c'est ça. Mais il y a tellement d'exemples comme ça, de choses incohérentes. Et même des fois, si c'était quand même sous mes yeux, je pense à un truc. Ça faisait pas longtemps qu'on s'était remis ensemble. Il a reçu un message très explicite d'une fille que je connaissais pas sur son téléphone. On était en train de regarder des photos. Et donc je vois le message, je lui dis dis donc, vu qu'on venait de se remettre ensemble, je me suis dit c'est normal qu'en 3 mois il ait pu avoir d'autres relations, quoi. Je lui dis donc, elle est entreprenante celle-ci, puis il était hyper gêné. Puis il me dit non mais je comprends pas, c'est une cliente, je comprends pas pourquoi elle m'écrit ça, elle a dû se tromper. Bon ok, très bien. Et plutôt que de lui dire bonjour madame, je pense que vous vous êtes trompée, il lui a répondu merci. Et même là en fait, le cerveau il bug, vraiment. Parce que j'ai pas compris en fait. Voilà, c'est toutes ces incohérences. Oui, c'est que toi, sur ces moments-là, tu réagis pas de manière... Enfin, comme tu dis, ça fait un court-circuit, quoi. Enfin... c'est ça, en fait. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu lui réponds merci et pas juste vous vous êtes trompé, il me dit je veux pas la vexer. Il avait toujours une bonne raison, toujours un truc qui faisait qu'il se justifiait, quoi. Enfin, donc, puis sur le coup, on se dit oui, ok. Oui, puis t'as peut-être pas envie de relancer un conflit à c'est chaque ça. fois. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans la relation, et vu qu'il s'énervait pour un oui, pour un non, des fois le moindre mot que je pouvais dire, il y avait des fois ça le mettait dans des colères folles, quoi. Et en fait j'avais peur de lui et j'avais peur de ses réactions. Et du coup, j'osais même plus rien dire au final. Alors là, il y a 2 choses qui se passent dans ma tête. C'est si t'avais autant peur de lui, tu sais, je pense au syndrome de Stockholm. Est-ce que tu restais avec lui? Peut-être. Déjà, il y a l'emprise. On parle beaucoup de l'emprise, mais c'est vraiment... c'est pas que psychologique. Je pense qu'il y a un truc qui se passe dans le corps. Est-ce que t'étais encore amoureuse à ce moment-là? Oui, et puis il y avait toujours l'espoir de se dire... Non, mais c'était idyllique au début. Ça va redevenir comme ça. J'ai l'espoir que ça va arriver, quoi. Que ça va revenir. Je pense que ça, c'est important de le dire, ouais, parce que du coup, c'est ce qui te fait tenir, en fait. C'est comme les femmes battues, c'est pareil. Bon, sauf que là, c'est psychologique, mais on s'accroche toujours à cet espoir. Et puis, mine de rien, au fur et à mesure de la relation, donc il y avait ces moments difficiles, mais il diluait quand même quelques moments de bonheur intense. Et en fait, on se disait, moi, je me disais, ça y est, c'est bon,
on y revient, mais ça durait pas longtemps. Puis comme tu dis, nous, chez les hypersensibles, c'est fort, donc un petit moment de bonheur intense, c'est juste encore plus intense. C'est ça, c'était exactement ça. Et puis, vu que ça avait été hyper difficile avant, ça faisait un shoot de bonheur. Oui, comme une drogue, c'est ça, tu comme disais. une drogue. Ok. Merci de le partager avec autant de sincérité, je trouve, d'exemples. Et en fait, je suis hyper touchée. Et du coup, j'ai pas arrêté le podcast parce qu'il y avait le voisin, parce que je me dis que là, on est dans un moment juste authentique. Et je sais pas, toi, comment tu vis le fait de nous le partager, parce que je me dis que ça te fait revivre encore plus tout ça. J'avoue que j'ai un peu des frissons. Ouais. Mais je me dis, ça fait du bien de l'évacuer aussi. Et puis, je me dis que c'est important pour toutes les personnes qui vivent ça, en fait, parce que, moi, ça a duré qu'1 an et demi, mais il y a des femmes, ça fait des années qu'elles sont dans cette situation, et elles s'en rendent pas forcément compte, parce que justement, elles restent accros, quoi. Dans ta reconstruction, tu as eu besoin de rencontrer des personnes qui avaient vécu ou qui vivent ça ? Oui, beaucoup. Alors en fait, dans ma reconstruction, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais j'avais eu besoin de comprendre ce qui s'était passé. Pas de le comprendre lui, parce que c'était pas l'objectif, mais je voulais comprendre ce qui s'était passé. Du coup, j'ai lu. Mais j'ai lu beaucoup. Donc, beaucoup de livres. Je suis allée voir pas mal de sites internet. Il y en avait un à l'époque, mais j'ai regardé, il n'existe plus, c'est dommage, qui m'avait bien aidée parce qu'il y avait un forum dessus et j'avais beaucoup parlé avec d'autres victimes. Alors je dis victime, mais j'aime pas trop le terme parce que je me dis qu'on est quand même deux dans une relation, donc j'avais ma part de responsabilité aussi dans tout ça. Mais oui, j'ai eu besoin de lire, de comprendre, de parler avec d'autres personnes, à l'association aussi, parce que cette association c'était pour les femmes victimes de violences, mais c'était violences physiques et psychologiques. Donc j'ai pu rencontrer, il y avait des cercles de parole, j'ai pu rencontrer d'autres femmes. Et oui, j'ai eu besoin de beaucoup en parler. Alors je pense que j'ai saoulé aussi certaines personnes. Parce que je parlais que de ça, quoi. Fallait que j'évacue, quoi. Tu penses aujourd'hui avoir tout évacué ? Oui, vraiment. J'ai fait le tour de la question. Oui, je pense que j'ai tout évacué. Il y a des séquelles, mais j'ai tout évacué. Tu peux juste nous partager 2 ou 3 références de livres ou d'autres choses, mais qui t'ont aidé ? T'avais déjà tout préparé ? J'avais tout préparé. On a une élève très studieuse avec nous. Alors au niveau des livres, il y a une super BD que je conseille à 1000%, qui s'appelle Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Elle est hyper bien, déjà parce qu'elle est drôle, on tombe pas dans le pâteau et c'est vraiment super sympa à lire. Parce que donc elle explique son histoire et en plus de ça elle donne des exemples, des statistiques, des choses, des pistes pour se rendre compte, pour savoir si une personne est perverse narcissique ou pas, les étapes en fait de la relation avec un pervers narcissique. Elle explique vraiment tout. Ensuite j'avais lu un livre qui était hyper bien, qui s'appelait Confessions d'une sociopathe. Alors c'est une femme qui est sociopathe et qui a écrit un livre en fait sur son ressenti à elle. Donc c'est bien parce qu'en fait on se rend compte moi c'était la première lecture que je faisais dans ce sens-là, où c'était vraiment la personne manipulatrice qui écrivait elle ce qu'elle ressentait. C'est assez surprenant à lire, mais c'est intéressant. Après, il y a 2 classiques qui sont Échapper aux manipulateurs de Christelle Petit-Colin et l'autre classique, c'est Les pervers narcissiques de Jean-Charles Bouchou. Donc ça, c'est vraiment pour s'informer. C'est pour s'informer. Après, j'ai des films à conseiller aussi, parce que des fois, pour ceux qui n'aiment pas lire, ça peut être hyper bien. Il y a le film Mon Roi avec Vincent Cassel, qui est juste splendide. Il est incroyable dans ce film et on voit vraiment toutes les étapes de la relation avec un pervers narcissique. Alors il y a des gens qui vont pas être sensibles à ça soit parce qu'ils l'ont pas vécu, soit parce qu'ils se disent non mais c'est pas possible, elle est vraiment trop conne la fille. Mais vraiment, je trouve que c'est très représentatif. Toi, de ce qui se passe. T'as reconnu ton dans histoire. Plein de choses, ouais.
plein de choses. Alors elle, ça va vraiment loin dans ce film. Je sais pas si tu l'as vu. Si, mais je l'ai revu en plus il y a pas longtemps justement parce que je voulais parler de sujets comme la dépendance affective, les pervers narcissiques, les manipulateurs. Donc j'en ai bouffé quelques-uns récemment. Il y a en plus vieux film Les Nuits avec mon ennemi avec Julia Roberts et il y a un court-métrage qui est hyper bien fait qui s'appelle Fred et Marie qui a été fait pour la campagne de lutte contre la violence conjugale. Et je me souviens plus combien de temps il dure, ça doit durer 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est pareil en fait, on voit en fait un couple qui prépare un repas. Les réactions d'elle et les phrases de lui, c'est tellement représentatif de la manipulation que c'est vraiment un bon petit court-métrage, voilà. Après, dans les sites, il y a un site qui s'appelle, qui a un forum d'ailleurs, forum.perversnarcissique.com. Il y a plein de sujets différents et on peut venir parler de ça. Et des fois, c'est bien de pouvoir en parler en anonyme sur un forum quand on commence à se poser des questions et qu'on ne sait pas trop vers quoi on va et comment aborder le sujet, quoi. Voilà. Merci, je mettrai toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Et en termes d'accompagnement psychologique, toi, c'est la psy qui t'a le plus aidé ou t'as vu plusieurs personnes? Ouais, c'est la psy. Elle a été vraiment super. Et, je pense que dès le départ, elle a détecté que la relation était pas bonne de ce que je lui disais, parce que je me posais plein de questions. Et vu que c'était ma psy, je lui posais les questions que je me posais. Et donc elle me donnait pas de réponse, hein, c'est pas son rôle d'ailleurs, mais elle m'aiguillait pour trouver les bonnes réponses et je pense que c'est elle qui m'a le plus aidée, vraiment. Si tu devais donner un conseil ou une phrase aux personnes qui sont en milieu de relation et qui commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui, comme tu le disais, hein, qu'il y a des dissonances ou qu'il y a des choses qui sont pas nettes, qu'est-ce que tu pourrais... Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de noter les choses. Quand on commence à se poser des questions et à trouver que tout ne concorde pas, il faut noter pour se dire non mais je suis pas folle, c'est vraiment ça, parce que je pense que c'est facile de sombrer dans la folie et de se dire en fait c'est moi qui déconne et je me rends pas compte, quoi. C'est vraiment de tout noter. Et après, le deuxième conseil, c'est d'aller lire et de se renseigner. Et de lire des témoignages, parce que vraiment je pense que les témoignages sont même plus forts que les livres qui expliquent les relations avec les pervers narcissiques, parce que en fait il y a des choses qui se retrouvent et qui sont communes à toutes ces histoires, en fait. Déjà les étapes, les phrases, ces phrases typiques, moi je trouve ça effrayant en fait de voir alors on est bien d'accord que toutes les phrases qu'ils peuvent dire sorties du contexte peuvent être dites par n'importe qui. C'est hyper important de le préciser, hein, parce que c'est pas parce qu'on dit tu dois me faire confiance qu'on est pervers narcissique, quoi. Mais c'est la globalité et le contexte dans lequel sont dites ces phrases qui est important. Et justement, tu parlais des étapes. Moi, j'aime bien faire des infographies pour que les gens puissent comprendre facilement. Est-ce que tu arriverais à les nommer, ces étapes-là ? Au début, il y a ce qu'on appelle le love bombing, en fait. C'est la lune de miel, quoi. C'est tout parfait, tout bien, on s'accroche jamais, on est sur la même longueur d'onde, on a la même vision des choses, les mêmes valeurs. Alors, faut savoir que pour le manipulateur, les valeurs, en fait, c'est juste qu'il prend celle de la personne, de la personne en face et que c'est juste du mimétisme, en fait. Donc finalement, le fait que ce soit trop parfait devrait presque être un red flag. Exactement, ouais. On devrait se dire oula, c'est bizarre, quoi, et que ça aille trop vite aussi. Trop vite, c'est quand il te dit rapidement je t'aime, tu es parfaite, je t'attendais. Qui veut vite s'installer ensemble. Ça peut ne pas être ça, mais on doit quand même s'interroger. Donc étape 1, love bombing. Ouais, alors après, je les ai pas notés, hein, mais il y a une deuxième étape, je sais plus comment elle s'appelle, c'est l'étape en fait où il commence à détruire la personne, c'est-à-dire... alors je parle toujours avec... C'est pareil, c'est un truc hyper important, je dis toujours la relation, je mets toujours le pervers narcissique homme, mais ça peut être une femme, ça marche aussi dans l'autre sens, quoi. Et la deuxième étape, c'est... quand il commence à détruire sa victime, c'est-à-dire à faire du chaud-froid, à dénigrer, à faire des colères,
Dans les colères, il y a un truc typique, moi, qui m'avait marqué, et visiblement ça se retrouve chez tous, c'est comme s'ils mettaient un masque. C'est-à-dire que le visage change en une fraction de seconde, et il peut revenir à la normale en une fraction de seconde. Et ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est comme si il y avait un truc qui se passait, enfin, j'avais jamais vu ça, en fait, vraiment. Et donc là, c'est la période de destruction, en fait. Hein. J'ai plus le terme précis, mais voilà. Et après, la troisième étape, alors je crois que ça s'appelle le gaslighting, à vérifier. Je vérifierai. Mais où en fait, là, c'est la destruction. Hop, mise à mort. Le jouet, il commence à être fatigué, donc on veut s'en séparer, mais on veut garder l'emprise quand même sur elle, quoi. Et c'est ce que tu nous as raconté dans les deux, enfin au final dans ça vos s'est deux passé relations. 2 fois en fait. Alors beaucoup moins fort sur la première fois, mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé aussi la première fois. Il est allé beaucoup plus vite la deuxième fois, mis à part son accident. Vu de l'extérieur, tu peux pas te dire... Enfin, t'as l'impression que c'est un film, en fait. Vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible... et puis en plus, honnêtement, je sais pas s'il y a 15 ans en arrière, je pense que je me serais dit, mais elle est trop conne, la fille. Vraiment. Ça, c'est comme tu dis, c'est vu de l'extérieur, sauf que quand on est dans la relation, qu'on est amoureuse ou amoureux, en fait, on peut pas avoir la personne avec ce regard presque objectif, tu vois. Mais aujourd'hui, je compatis avec les victimes parce que voilà, je l'ai vécu, mais je pense qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière, non, je me serais pas dit elle est trop conne, je me serais dit mais pourquoi elle reste en fait. Du coup, tu nous as dit qu'à un moment donné de la relation, une de tes amies t'avait parlé de pervers narcissique et t'avait proposé de faire des recherches dessus. Toi, t'as mis le mot à quel moment dessus? Quand toi, vraiment, tu l'as réalisé? Le mot, je l'ai mis vraiment au moment de la rupture. Quand j'ai commencé à me rendre compte de toutes les dissonances qu'il y avait. Et que j'ai commencé mes recherches, en fait. Où je me suis dit, c'est moi qui tourne par rond, est-ce que c'est vraiment moi? C'est quand j'ai commencé mes recherches. Voilà. Okay. Que j'ai commencé à dire, peut-être que ça en est un. Mais avant, non, je m'étais pas posé de questions. Et je pensais pas qu'une personne comme ça pouvait exister, en fait. Et malheureusement, il y en a bien plus qu'on le croit. Merci vraiment de nous avoir partagé tout ça. Vraiment, je suis désolée parce que même moi, je trouve pas les mots. Je suis un peu sous le choc de... Tu sais, c'est tellement un mot qu'on entend, qui est à la mode, mais au final, on sait jamais trop ce que ça veut dire et j'avais jamais eu de témoignage. J'ai eu personnellement la chance de ne jamais rencontrer ce type de personne. J'ai été dépendante, mais voilà, je n'avais jamais vécu ça, donc merci de le partager avec, je dirais même à cœur ouvert et avec autant de sincérité. Je suis très touchée. Merci. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.